Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui une fois n'est pas coutume, même si on l'a déjà fait tout récemment, donc c'est peut-être en fait en train de devenir une coutume, sort un peu des salles obscures pour une petite session télé, puisqu'on va s'intéresser là tout de suite à un film dispo directement sur Netflix, en l'occurrence de I Don't Feel at Home in This World Anymore de Macon Blair, qui a bien tapé dans l'œil de notre trio de critiques réunis ici autour de la table à l'antenne Paris. Crazy Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Alexandre Arvo, salut Alex. Hello Thomas. Et David Honora, salut David. Salut. Et allez, c'est nos ciné épisode 78 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. I Don't Feel at Home in This World Anymore, une fois passé la longueur insensée de son titre, nous raconte essentiellement les aventures de Ruth, jouée par Mélanie Lindsay, qu'on avait découvert il y a des années de ça dans la série Mon oncle Charlie. Ruth donc qui joue de malchance avec un boulot un peu pourrave, un sens de la loose consommé et surtout un cambriolage qui lui tombe sur le coin de la gueule. Elle décide alors de prendre la vie par le fond du slip et de retrouver les salopards qui lui ont piqué ses affaires, embarquant au passage dans cette quête son voisin Tony alias Elijah Wood. Is there anything I can do? Open sesame. Gotcha. Police! Your son broke into my house. I have no idea where he is. Derrière la caméra, on l'a dit, c'est Macon Blair qu'on avait découvert et aimé comme comédien chez son ami Jeremy Saulnier dans Blue Ruin et Green Room. On avait d'ailleurs consacré un extra à ce dernier film. Qu'est-ce que ça vaut donc ce I Don't Feel at Home in This World Anymore? J'espère ne plus avoir à prononcer ce titre d'ici la fin de ce podcast, messieurs. David, tiens, toi tu es celui qui a le moins aimé, je crois, autour de cette table. On commence par moi. Bah oui, pourquoi pas. Tu veux pas commencer? Si, tu veux pas allons-y. Oui, j'ai pas trop aimé. Ah oh. Et pour moi, c'est un film. Je sais pas si je vais commencer par ça, mais qui est symptomatique d'une forme de Netflixisation des esprits. parce qu'en fait, le mec jette des pavés dans la mare. En fait, quand on est utilisateur de Netflix, il y a une sorte de syndrome un peu bizarre qui arrive au bout d'un moment, c'est qu'on commence à regarder un film ou une série, puis un deuxième, puis un troisième. En fait, petit à petit, on rentre dans un prisme où on regarde de plus en plus la même chose. Alors moi, j'ai regardé il y a quelques temps Boys and the Wood, puis It Happened One Night, machin, et je suis rentré dans le prisme des films afro, donc j'enchaînais que des films avec que des acteurs et des réalisateurs noirs, etc. Et on rentre dans un truc comme ça. J'ai commencé à regarder un documentaire sur le sport, une série documentaire sur le sport, et le Netflix ne me proposait plus que des ersatz de documentaires sur le sport, et j'ai l'impression d'être tombé avec ce film dont je ne vais même pas tenter de dire le titre, directement sur un bout de chaîne qui est dans un genre plutôt pas forcément noble mais intéressant, qui est, je dirais, l'aboutissement moderne du film noir. C'est une évolution un peu spécifique du polar, où l'idée c'est d'avoir à la fois une histoire de crime qui là en l'occurrence est mise en scène de manière assez violente et gore, et en même temps d'avoir une approche très réaliste et terre-à-terre des personnages, c'est-à-dire qu'on a, je sais pas, pour le grand public, un de ceux qui a mieux fait ça, c'est Tarantino avec Reservoir Dogs ou Pulp Fiction, c'est de montrer le quotidien des malfrats ou de ceux qui mouillent avec le crime, et là on est dans cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'effectivement le personnage principal est une Madame Tout-le-Monde qui va se retrouver dans une histoire de polar, et qui en gros, à cause de l'incompétence notoire de la police, va essayer de se démerder toute seule et d'être avec son voisin. Avec son voisin, voilà. Et alors moi, la limite que j'ai avec le film, c'est que j'ai l'impression que les personnages ne sont écrits qu'en surface, et
qu'on a juste quelques traits qui sont lancés comme ça, qui permettent de les caractériser et qu'il n'existe que par d'une certaine manière leur caricature, c'est-à-dire qu'on a une sorte de voisin, pour employer l'expression de François Fillon, à moitié autiste, et qui Et non, je m'insurge, David Honora. C'est pas gentil pour les autistes. Et qu'on ne comprend jamais vraiment. Du coup, j'arrive pas à rentrer en connexion émotionnelle avec les personnages. Et c'est peut-être toi qui es autiste, mon pote. C'est peut-être toi. Pardon, pour les autistes. Voilà. Gros moment de jeune. Non, mais en fait, moi je suis assez. Merci Jimmy, vas-y. J'ai beaucoup aimé le film, mais je suis Alors, assez tu t'embrasses, s'il te d'accord. plaît. Je trouve qu'il manque un truc de mystère un peu pour que ce soit vraiment bien. Parce que moi j'attendais le film parce que j'aime bien Macon Blair, j'aime bien dans les choses dans lesquelles il est impliqué. Il est donc Notamment acteur les films de de Saulnier, Saulnier, il est aussi voilà. producteur des films de Saulnier. Oui, tout à fait. Donc forcément, j'attendais de voir ce que pouvait donner son premier film. Et effectivement, il est loin d'être parfait. Déjà, techniquement, il y a le dernier tiers qui fonctionne pas très bien. Les deux premiers marchent plutôt très bien pour le coup. Mais je le trouve quand même assez enthousiasmant pour plein de raisons. Après, il y a une des choses qui me gêne le plus, c'est ça en fait. Il y a un manque de mystère un peu. Tout est un peu. C'est comme un Tintin en fait. Tout est ligne claire. On voit tout de suite. Il y a pas vraiment de deuxième couche. C'est très. Voilà. Quoi. Il manque un peu un petit truc vraiment bizarre, mystérieux, une profondeur. Quoi. Je dois préciser du coup pour compléter ce que je disais, que déjà moi pour le coup je suis pas très fan des films de Saulnier et que du coup quand je parlais de Netflixisation, j'ai l'impression que je suis tombé sur la reco. Si vous avez aimé Blue Ruin et Green Room, vous allez aimer ça. Déjà j'avais pas aimé le début de la chaîne et je me suis un peu ennuyé. Même sur Netflix, le visuel est un peu Green Roomien alors que le film l'est pas du tout. Enfin il y a un côté genre il y a une scène où on voit les méchants qui mettent des cagoules. Il y a l'héroïne a une voiture un peu funky. Enfin voilà et ils ont capitalisé là-dessus alors que c'est pas vraiment le cœur du film. Quoi. Moi ce que j'ai vachement aimé c'est que le fait que sur le papier, ça a tout d'être une catastrophe ce film en fait. C'est-à-dire c'est une fille un peu paumée, semi-dépressive, qui s'allie avec son voisin qui est un espèce de white trash hard rocker joué par Elijah Wood en plus compte double. Donc tu te dis ça va vraiment être mauvais. En plus ils partent à la recherche d'un ordinateur portable volé dans un cambriolage. Tu te dis ça va partir en tarantinerie de très très bas étage quoi. Et en fait ça marche bien, c'est pas poseur, c'est assez frais, c'est assez on sent la passion du gars derrière aussi. Les personnages sont plutôt tout est assez bien vu, il y a un petit côté où c'est un peu social, ils vivent dans un environnement qui est un peu sur France Inter, on dirait que c'est les laissés pour compte de l'Amérique de Trump. Mais c'est un peu ça en fait. Nous ne sommes pas sur France Inter. Voilà, nous ne sommes pas sur France Inter. Et en fait, c'est un peu les parties un peu laissées pour compte des États-Unis quoi. Et ça c'était plutôt bien vu mais c'est même pas souligné ni rien, c'est genre juste vu comme ça. Ils vivent dans des maisons un peu décrépies, dans des quartiers où ils se connaissent pas vraiment et où c'est un peu crade. Et ça j'ai trouvé pas mal, le rythme est bien, puis c'était c'est assez humble en fait par rapport à tout ce qui se fait aujourd'hui. Pour moi, moi j'ai trouvé qu'un truc qui était cool, c'est que ça m'a fait penser assez à du frère Cohen, un peu rural américain, un peu à la cool, mais à l'opposé. Par exemple, c'est l'opposé total de la série Fargo, par exemple. C'est du truc un peu assez simple, assez plaisant, alors que Fargo, c'est genre, il faut que chaque scène soit. J'ai l'impression qu'à chaque scène de Fargo, il y a quelqu'un qui me tire la manche et qui me dit. Regarde comme je suis malin, comme j'ai écrit un truc un peu... Et du coup, t'aimes pas Fargo, toi ? Je parle du Fargo, la série, en fait. Je parle pas du film. Ouais. La première saison, je la déteste. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que la première saison de Fargo, je crois. La deuxième saison, je la trouve un peu mieux, mais en la revoyant, je trouve que ça aussi abominable. Quoi. On l'avait âprement défendu pour ton dans cette émission. Si j'étais venu à l'époque de la sortie du 2, j'aurais défendu ça à fond aussi. Je l'ai revu depuis, je trouve ça... Je vois toutes les ficelles derrière, ça m'énerve, en fait. J'ai l'impression vraiment que, comment il s'appelle le showrunner Noah Hewlett, ouais. J'ai l'impression qu'il est toujours en train de me taper sur l'épaule et me dire regarde ce que j'ai fait. Genre regarde comment c'est malin, regarde comment c'est roublard et tout. Ça m'énerve un peu quoi. Et donc là justement il y a l'absence de tout ça, donc, mais forcément au détriment de il y a plus trop de mystère, il y a un truc un peu plat, mais il y a quand même beaucoup de choses à en retirer. Enfin moi
C'est un film que je recommanderais vraiment, Ouais. même si je l'ai pas aimé à 100%. C'est un film que je recommanderais pas mal. Quoi. Et puis il y a David Yo de Jesus Lizard. Ouais, il y a deux acteurs vraiment que j'ai trouvé très bien. Alors il y a Christine Woods, qui est pas très connue du tout, qui joue dans des séries. Elle joue la mère un des méchants. Il y a sa mère qui est une espèce de nana friquée paumée qui passe son temps à boire de l'alcool dans une grande maison, que j'ai trouvé super bien. Et puis David Yo, qui est le chanteur de Jesus Lizard, qui joue le leader des malfrats, quoi, qui est un super groupe des années 90. Jesus Lizard, oui, tout à fait. Ouais. Pas le groupe de malfrats, c'est ça que je veux dire. Et qui fait du cinéma depuis un petit moment, mais c'est son premier rôle vraiment un peu étoffé, voilà. Alexandre. C'est vrai qu'il est assez excellent dedans, même quand son dentier vole après un coup de poing. Bref, c'est le marquant du film. J'ai beaucoup aimé le film. C'est vrai que indéniablement, le début, les 2 premiers tiers, comme le disait Lélo, sont bien plus réussis. Et l'introduction, ce qui est toujours compliqué dans un film comme ça, c'est de bien présenter son personnage sans avoir recours, si possible, à des artifices bidons du style. Le pire du pire, c'est la voix off, mais ça peut être parfois des personnages que Mike Myers moquait dans Austin Powers en appelant des personnages Mike Exposition, parce que justement son rôle c'était de faire l'exposition du film. Oui. Donc là en fait Macon Blair arrive à vraiment situer le personnage de Ruth en 5 minutes montre en main. C'est une infirmière qui se coltine une vieille raciste qui dès le début du film casse sa pipe, et en fait le problème de Ruth, c'est pas seulement qu'elle a une vie merdique, c'est qu'elle trouve, et à juste titre, que les gens sont tous des connards, et sa vraie interrogation, elle le dit, est tel texto dans le film, c'est pourquoi est-ce que les gens sont autant des connards, et de manière assez délicate, le film nous montre effectivement en 5 minutes au début qu'elle est entourée de têtes de cons. Macon Blair s'offre d'ailleurs un très beau petit rôle le temps d'une apparition dans un bar où on a l'impression que ça va être un mec cool. Gros con On a l'impression que c'est un mec cool qui va faire la discussion, et en fait il lui spoil juste comme un gros connard le pavé d'Heroic Fantasy qu'il est en train de lire. Et donc vraiment, pour moi, j'ai trouvé vraiment l'exposition assez admirable. J'ai trouvé qu'Elijah Wood qui, je trouve, fait une carrière assez cool. Il y a pas longtemps, il était dans une autre série, enfin pas dans un film, du coup, une série Netflix qui était Dirk Gently, adapté de Douglas Adams, qui était où il avait pareil un rôle assez foufou, et on sent que il est un peu pas en freestyle au sens péjoratif du terme. Bizarre avec un chien aussi. Oui, Wilfred, ça, adapté d'une série australienne, et donc voilà, on sent qu'il est vraiment de plus en plus malaise. Ouais, il est très décontracté avec sa carrière, mais voilà, moi ça marche bien. Il y a un côté cohénien, effectivement. Il y a une parenté évidente avec les précédents films dans lesquels jouait, coproduisait, et même, je crois, dans certains cas, coécrivait, parce que avec Saulnier, Macon Blair, ils sont potes d'enfance. Ils faisaient vraiment des courts-métrages d'ados ensemble à l'arrache. Et là, pour un premier film, le gars a eu quand même la chance d'être assez, d'avoir pas mal de liberté. Le film a été montré à Sundance, mais donc c'est un film Netflix dès le départ. Il n'a pas été acheté sur place, hein, c'était prévu tel quel au début. Et je lisais une interview de lui où il racontait que pendant l'écriture du film, c'était le moment où Trump était déjà candidat, et il y a cette espèce de fond sonore qu'il avait à la radio, à la télé, où voilà, il sentait qu'il y avait un truc qui commençait à sentir pas très très bon aux États-Unis. Mais si je ne veux pas faire du France Inter, mais bref, et déjà à l'époque, il y avait ses potes se foutaient de lui, enfin se foutaient pas, c'est pas qu'ils se foutaient de lui, mais c'est qu'ils plaisantaient en se disant ah, c'est marrant, ton film va sortir début 2017, il s'appelle I Don't Feel at Home in This World Anymore, ce serait quand même con que Trump passe, ce serait hyper bien trouvé, et ils en rigolaient ensemble, parce qu'il le dit lui-même, il vivait dans sa petite bulle de progressistes démocrates où c'était inconcevable pour eux que Trump arrive à la Maison Blanche. Et le film, pour la petite histoire, a été diffusé pour la première fois au monde en projo à Sundance la veille de la cérémonie d'investiture de Trump, ce qui n'était pas forcément un créneau rêvé en termes d'ambiance, etc. Et au final, ça a cartonné, les gens ont été hyper réceptifs, et moi je les comprends assez. C'est vrai que c'est un film qui est assez jubilatoire, mine de rien. Il est beaucoup plus drôle et déconnant, même dans la violence, qui est parfois extrêmement graphique, mais limite cartoonesque, donc très Cohen, Sam Raimi, voire Peter Jackson, plus que je sais pas moi, des films beaucoup plus premier degré, genre les
Oui, plus que Mel Gibson, clairement. Donc non, c'est un film qui est assez plaisant au premier degré. La fin, effectivement, je sais pas si on va pas spoiler la fin, mais bon, elle a causé débat, voilà, parce que on dira pas si c'est un happy end ou un non happy end, mais disons qu'il a fait un choix et certaines personnes auraient préféré que ce soit l'autre. Mais moi, ça me va. Super. Super. Si t'es content, on est Bah, content. si j'ai content, ça va. Et du coup, j'ai pas mis ma petite étoile sur Netflix, mais dès que j'arrive, je vais mettre mon petit 4 étoiles. Je vais mettre mon petit 4 étoiles. Comme ça. Pouce en l'air. Être enfermé dans une boucle Macon Et Blair, je serai embouclé. Mais pour revenir à ce que dit David, il a tout à fait raison. Dès que tu regardes 2 films du même genre, moi c'est pareil. J'ai eu tous les films de Blaxploitation après avoir. Bref, voilà. Oui, et d'ailleurs, je suis traumatisé parce que j'ai fait un lapsus au début de l'émission en disant, en confondant It Happened One Night avec In the Heat of the Night, dont je voulais parler. D'accord. Ce qui n'a absolument rien à voir. Mais les deux sont sur Netflix et les deux sont très bien. D'accord, ok. Voilà. Ok. C'est une précision importante, effectivement. Non, mais personne ne pourra te reprocher. Non, mais comme ça, je me ferai pas insulter dans les commentaires. C'est ça. Enfin, sauf au début, les gens qui auront écouté que le début de l'émission t'insulteront peut-être et s'excuseront d'ici la fin du podcast. Qui sait. Pour terminer, on va prendre comme d'habitude le temps pour quelques recommandations. Bon, l'univers de Macon Blair est assez restreint, on en a déjà d'ailleurs pas mal parlé, donc vous êtes libre d'aller où bon vous semble. Alexandre. Alors, une double recommandation vite fait, et c'est que dispo sur Netflix, donc ça reste dans le thème. On en parlait tout à l'heure avant d'en faire l'enregistrement, il y a un point commun entre ce film-là de Macon Blair et un autre film indé américain qui a fait parler de lui en festival, qui vient aussi de débarquer sur Netflix, qui est Swiss Army Man, avec Daniel Radcliffe. Le point commun de ces deux films-là, c'est qu'ils ont le même directeur de la photo, un certain Larkin Seipel, qui n'est pas aveugle. Il a fait un très beau boulot. C'est mieux, hein. Mais non, mais il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail sur le cadrage, sur le choix des lentilles en fonction des scènes, que ce soit les méchants. Enfin, les méchants sont pas filmés de la même façon que les gentils. Bref, c'est assez cool. Donc, Swiss Army Man, au passage, complètement délirant, film absurde avec un cadavre pétomane. J'adore. Mais le vrai film, c'est une catégorie assez restreinte. Un film absurde avec un cadavre de pétomane. Sur Netflix, ça va être joué par Daniel Radcliffe et avec Paul Dano, donc qui joue le Robinson Crusoe et Bis qui trouve ce corps. Il y a la scène d'intro du film, je m'en lasse pas, c'est quand même le gars qui utilise le corps émanant des flics dont des flatulences émanent. Il s'en sert comme un jet ski pour sortir de son île, propulsé par les pecs qui sortent du cul. Enfin bon, formidable. C'est mieux que ça. Non, c'est pas. Puis surtout, c'est dommage que le podcast ne retranscrit pas l'étincelle enfantine dans les yeux d'Alexandre Darbo quand il décrit ça. On mettra une photo sur Instagram. J'ai mis un pouce en l'air. J'ai mis un pouce en l'air aussi ça, pour ce film. Bien. Non, l'autre film dont je voulais parler, mais qui a pour le coup, là, il y a en même temps, le rapport est pareil, c'est juste une personne, c'est 1 degré de séparation. Mais Elijah Wood, on parlait de sa carrière qui avait pris un tour un petit peu YOLO depuis quelques années. Il a joué dans un film que j'aime pas mal, qui s'appelle Grand Piano, et c'est un peu un speed de palmesque. Le pitch du film, c'est il joue le rôle d'un pianiste de renom. Il fait un concert, il est sur scène, et là il y a John Cusack qui joue le rôle d'un sniper qui le vise et il lui parle dans une oreillette, et s'il fait une fausse note, il le bute. Et non, mais c'est un vrai drama, enfin un vrai thriller de palmesque qui est très cool. C'est à chier comme pitch. Ah, mais vous m'emmerdez. C'est écrit, alors là je l'apprends direct sous vos yeux, hein, avec IMDb, que ça a été écrit par Damien Chazelle, donc le mec de La La Land, je ne le savais pas, mais c'est réalisé par un espagnol qui s'appelle Eugenio Mirra, et donc voilà, non, c'est un film, c'est une soude de palmerie, mais qui est quand même assez drôle, et voilà. Je vous laisse parce que j'en peux plus. Je veux que tu enregistres le commentaire DVD de ce film, ce serait vraiment bien. Jimmy? Ouais, alors moi j'en ai déjà parlé, je crois dans l'extra de Green Room peut-être, je sais plus, mais comme j'ai vu que c'est une tradition un peu de revenir souvent sur les mêmes films dans les redire recos, souvent, je vais reparler histoire de bien appuyer. C'était River's Edge de Tim Hunter, qui est sorti en 86. En fait, c'était un peu la référence de Sony sur Green Room, et je l'ai ressenti aussi vachement sur celui-là.
celui qu'on appellera ce film. Voilà, pour éviter d'en redire le titre. Et donc voilà, en fait, c'est un film qui est assez proche. C'est toujours dans un milieu rural américain un peu décrépit. Ça se passe au milieu des années 80. Et il y a dedans, enfin, pour l'anecdote, c'est une histoire d'une bande de jeunes métalleux. Un d'entre eux, joué par Crispin Glover, dont c'est le deuxième grand rôle après Retour vers le futur. Qui tue une nana et il appelle tous ses potes, il dit voilà, j'ai tué une nana, elle est là, qu'est-ce qu'on fait quoi. Et c'est ça tout le film. Et c'est pas du tout un thriller ou quoi, c'est vraiment un truc genre l'absurdité de ce que tu peux avoir dans la vie d'ado et comment tu réagis face à un truc aussi gigantesque quoi. Et c'est un film qui est assez, enfin je l'ai revu là pour le coup il y a peut-être une semaine ou deux, c'est assez malaise quoi. C'est vraiment, c'est pas un film qui pour le coup serait facilement montrable à des ados, des jeunes de 10 ans par exemple, parce qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'explication, c'est très cru et la fin est ouverte, c'est vraiment... regardez, ils sont complètement cons. C'est assez dur. Et puis bon, voilà, et c'est assez proche de ça. Il manque un peu ce qui manque un peu dans ce film-là, c'est-à-dire il y a vachement de mystère, il y a beaucoup de choses non dites, et il y a plein de choses qui ressemblent, outre le décor et l'ambiance générale. Et il y a par exemple le fait que le personnage de Dennis Hopper dans River's Edge est assez proche de celui de David Yo dans le film en l'occurrence. Et voilà quoi. Après c'est un film qui est assez culte aux USA parce qu'il y a une très bonne BO et c'est aussi le premier rôle de Keanu Reeves, le premier vrai rôle de Keanu Reeves, parce qu'avant il a fait des courts-métrages, des trucs télé, des choses comme ça, mais c'est son premier vrai rôle de cinéma. Et voilà quoi. On peut le remercier pour ça. Voilà. Nous avoir offert Keanu Reeves. David. Moi, je vais faire une reco Netflix et une reco pour François Fillon. Pour le coup, c'est un documentaire qui est dispo sur Netflix et qui s'appelle Asperger's Are Us. Le titre est très, très difficile à prononcer et qui raconte en fait une petite troupe de quatre jeunes hommes qui ont le syndrome d'Asperger et qui veulent monter un spectacle humoristique. Et donc on voit leur préparation, la manière dont ils essayent de collaborer ensemble et d'écrire leurs vannes et leurs gags. Et ce con d'Alexandre Arnaud qui rigole, mais c'est terrible. Super offensive. C'est clair. Là, un déluge de commentaires haineux sur Internet. Et ça mérité, Alexandre. Non, et en plus, je ne sais pas pourquoi il rigole. Parce qu'il est idiot. J'essaie d'imaginer. Il y a absolument. Il y a absolument. Non, mais j'ai très envie de le voir. Je promets. Tais-toi. Fini, David. C'est vrai. France Inter nous engagera jamais. Hein. C'est foutu, quoi. C'est mon double maléfique. Oh mon Dieu. Il en rajoute une couche. Justement, on peut voir une partie du spectacle à la fin, et c'est juste, enfin, il y a absolument pas du tout de pathos ou quoi que ce soit. C'est assez drôle. Et en fait, ils ont une manière de déconstruire l'humour et les vannes qui est fascinante, quoi. Et du coup, le documentaire. En fait, ils ont des, enfin, chacun des personnages ont une aisance arrive plus ou moins bien à communiquer et c'est lui qui rigole tout seul. Et du coup non mais en fait ils ont une clairvoyance sur leurs conditions et en fait ils se vannent entre eux en disant nous les aspis, etc. Et c'est passionnant, ça montre, enfin ça permet surtout de voir que justement à cause des gens comme Alexandre Herveau et des conneries comme ce que dit François Fillon, en fait les gens ne savent pas ce que c'est l'autisme, qui est un truc qui est extrêmement complexe, extrêmement divers, qui renferme plein de variations différentes. Et le film est plutôt assez beau et assez sympa à regarder. Très bien, voilà. C'est noté. Donc c'est Asperger's Are Us. C'est sur Netflix comme les aspirateurs. Mais on va finir de meilleure manière. On va essayer de clore cette émission. C'est donc sur Netflix comme les I Don't Feel at Home in This World Anymore dont on parlait. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois sauf à Alexandre Herveau. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions et on vous dit à très vite. Rosebud!
Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun. My lady jump.